Eurovision, la Bulgare Dara offre la première victoire à son pays avec sa chanson Au Bangaranga, la Française Monro termine 11e, France Info. Publié le 17-05-2026 1h06 mis à jour le 17-05-2026 1h28 Temps de lecture, 1 minute, vidéo, 3 minutes La chanteuse bulgare a déjoué tous les pronostics, et réalisé le grand chelem auprès des jurés professionnels et du public. Le podium est complété par Noam Betan pour Israël et Alexandra Capitanescu pour la Roumanie. La chanteuse bulgare Dara a remporté la 70e édition du concours de l'Eurovision, avec sa chanson Bangaranga, samedi 16 mai à Vienne, en Autriche. Elle succède à l'artiste lyrique Gigi, qui avait triomphé en 2025, et apporte à son pays sa toute première victoire. Pas favorite chez les bookmakers, Dara a effectué une remontée spectaculaire dans les dernières heures avant la finale, passant du ventre mou au podium. Ces derniers n'ont pas tout prédit, elle a réussi l'exploit de remporter le vote des jurés professionnels et de survoler le vote du public. Mine de rien, c'est la 4e année de suite qu'une chanson en anglais d'un pays non anglophone remporte le concours. Sur le podium, on retrouve le candidat israélien Noam Betan, sifflé par le public viennois quand il était en tête des votes, et la rockeuse énergique roumaine Alexandra Capitanescu. La candidate française, Monro, régulièrement citée parmi les outsiders, termine à une décevante 11e place. Son momentum a été brisé net lors de la présentation de sa chanson, jeudi 14 mai, lors des demi-finales. La mise en scène qui rappelle la comédie musicale Les Misérables, elle n'a pas eu l'heure de plaire au public du show regardé par 150 millions de personnes chaque année 14 points du public à peine, contre 144 points du jury. Rectificatif, une première version de cet article avait attribué la 10e place à Monro, qui s'est en fait classée 11e. Nous présentons nos excuses à nos lecteurs. Sujet suivant. C'est exactement la même logique qu'à Gaza, comment Israël impose sa politique de terre brûlée pour contrôler le sud du Liban, France Info. Un mois jour pour jour après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, prolongé vendredi entre l'État hébreu et son voisin, les destructions massives et les déplacements de populations transforment progressivement et durablement le sud du Liban. On pourrait presque l'oublier, voilà un mois qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur entre le Liban et Israël. Et les deux pays ont donné leur accord vendredi 15 mai, pendant de nouvelles négociations sous la houlette des États-Unis, à une prolongation d'1 mois et demi de cette trêve. Pourtant, selon les autorités libanaises, près de 400 personnes ont été tuées depuis son entrée en application. Annoncée par le président américain le 16 avril, cette trêve n'a pas empêché les ravages, des villages entiers ont été réduits à l'état de ruine et vidés de leur population, des ponts ont été détruits et même la mer n'est plus pleinement accessible à ceux qui en vivent. Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a donné, le 10 mai, un chiffre significatif pour permettre de mesurer ce basculement. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya, il a affirmé qu'Israël contrôle désormais 68 villages du sud du Liban et occupe près de la moitié de la zone au sud du fleuve Litani. Il a également comparé les destructions dans la ville de Ben Jubei, à l'extrême sud-est du pays, à celles observées dans la bande de Gaza. À Tyr, grande ville portuaire du sud-ouest du pays, la guerre se mesure aussi au large. Depuis plusieurs semaines, des pêcheurs expliquent ne plus pouvoir accéder à certaines zones maritimes. Plusieurs marins disent avoir reçu l'ordre de ne pas dépasser certaines limites, sous peine d'être pris pour cible par l'armée israélienne. Certains habitants évoquent désormais des premières difficultés d'approvisionnement. Toutes les personnes qui échappent un peu au modèle du simple habitant deviennent des cibles, estime Pierre France, chercheur en sciences politiques et spécialiste du Liban. En plus des pêcheurs, il y a beaucoup de bergers qui ont été tués ou enlevés. Selon lui, l'armée israélienne exerce depuis octobre 2023 une forme de contrôle du territoire à travers une présence aérienne permanente, notamment via l'usage massif de drones. Mais l'entrée des troupes israéliennes au sol marque désormais un changement qualitatif et quantitatif, les bombardements se doublent d'une présence militaire directe dans plusieurs villes et villages du sud du pays. Cette présence est accompagnée de destructions massives d'infrastructures, de terres agricoles et d'habitations. Dans ces villages libanais frontaliers d'Israël, les images rappellent parfois celles venues de Gaza, quartiers rasés, routes éventrées, terres agricoles brûlées. Depuis le 2 mars, date à laquelle le Hezbollah, mouvement chiite pro-iranien, a ouvert un front contre Israël après la mort du guide suprême Ali Khamenei, les frappes israéliennes au Liban ont fait au moins 2618 morts et 8094 blessés, selon le ministère de la Santé libanais. Au plus fort de l'escalade,
plus d'1 million d'habitants ont été déplacés, selon les autorités libanaises et plusieurs organisations internationales. Officiellement, Israël affirme vouloir éloigner le Hezbollah de sa frontière nord afin d'empêcher de nouvelles attaques contre les localités israéliennes et sa population. Cette montée des tensions entre les deux camps intervient à la veille d'un troisième cycle de négociations directes entre représentants libanais et israéliens, prévu jeudi 14 mai à Washington, notamment autour de la prolongation du très fragile cessez-le-feu. Une perspective qui suscite de fortes réticences au Liban. Contrairement à ce qu'on peut entendre, la majorité des Libanais ne sont pas dus. Tout favorable à un accord de paix avec Israël, affirme Aurélie Daher, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Dauphine et spécialiste du Hezbollah. Une telle perspective est perçue par une partie de la population comme une forme de normalisation des relations avec un pays qui continue de les bombarder. Il y a une volonté de destruction totale de cette région pour empêcher tout retour possible de ses habitants, analyse Agnès Levallois, présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient IREMO. Tsahal justifie régulièrement ses frappes en accusant le Hezbollah d'utiliser les populations civiles comme boucliers humains. Mais, pour plusieurs observateurs, la stratégie israélienne semble dépasser la seule logique sécuritaire. Une fois que tout est détruit et que l'interdiction est faite aux populations de revenir, Israël peut maintenir un contrôle du territoire sans avoir besoin d'une occupation militaire massive. Pour Agnès Levallois, c'est exactement la même logique qu'à Gaza, faire en sorte que le territoire devienne invivable. Aurélie Daher parle, elle, d'une politique de grignotage. On avance par petits pas, par petits bouts. On prend un premier village, on détruit tout, on explique qu'on a détruit des infrastructures du Hezbollah, puis on passe à la ville d'à côté, décrit-elle. Le mot infrastructure, estime-t-elle, est au cœur du problème. Étant donné que les Israéliens considèrent que chaque maison du sud du Liban est potentiellement un mini-entrepôt d'armes du Hezbollah, tout bâtiment, tout espace public peut entrer dans ce qu'ils qualifient d'infrastructure du Hezbollah. À ses yeux, il ne s'agit toutefois pas encore d'une occupation classique. Ce qu'ils font, c'est plutôt une politique de terre brûlée, j'avance, je détruis tout, puis je passe ailleurs. Sa formule résume ce qui se joue, Israël fabrique du no man's land. Autrement dit, Israël n'a pas besoin d'être partout présent pour garder la main sur ses territoires libanais. Il lui suffit d'empêcher les habitants de revenir y vivre. Au fil des mois, le sud du Liban est redevenu, dans les discours israéliens, ce que l'État hébreu qualifie de « zone tampon ». Israël a déjà occupé cette région entre 1978 et 2000, avec l'appui de l'armée du Liban Sud ALS, une milice alliée de l'État hébreu. Mais la situation actuelle n'est pas comparable. Avant, il y avait déjà une forme de zone tampon avec la FINUL, rappelle Pierre France, en référence à la force intérimaire des Nations Unies au Liban, déployée dans le sud du pays pour surveiller la frontière et maintenir le cessez-le-feu en place. Ce qui changerait aujourd'hui, ce serait un contrôle uniquement israélien. Aurélie Daher rappelle que l'argument israélien consistant à repousser une force armée au-delà du fleuve Litani n'est pas nouveau. Il avait déjà été mobilisé contre les groupes armés palestiniens lors de l'opération Litani, en 1978. Mais il est, selon elle, moins opérant aujourd'hui. Vous pouvez repousser le Hezbollah jusqu'à l'extrême nord du Liban, quand des roquettes ont une portée de 150 à 500 km, vous n'avez pas solutionné votre problème si votre problème est la sécurité du nord d'Israël. Depuis 2024, le mouvement messianique israélien Uritz à fond réveillé le Nord en hébreu milite ouvertement pour l'installation de colonies dans le sud du Liban. Il a aussi publié de fausses annonces immobilières vantant des habitations avec piscine et vue sur les montagnes enneigées, proposées à partir de 300 000 shekels, soit un peu plus de 88 000 euros, dans ce qu'il présente comme la terre de nos ancêtres. Agnès Levallois n'y voit pas pour autant une politique établie. Je ne vois pas Israël installer formellement des colonies dans le sud du Liban. Mais il existe clairement des groupes qui portent ce projet. Aurélie Daher tranche plus nettement. Zéro chance que le sud du Liban devienne la Cisjordanie. Selon elle, Israël peut maintenir pendant un temps un entre-deux, fait de villages détruits, de zones interdites et de contrôle indirect. Mais il ne pourra pas absorber une partie du territoire de son voisin. Le Liban, de son côté, apparaît presque sans levier. Depuis 2019, la crise économique et politique a aussi affaibli l'armée. La désescalade semble donc bien lointaine. Les États-Unis,
principal allié d'Israël, ne paraissent pas vouloir exercer de pression majeure sur Benyamin Netanyahou. Quant aux pays arabes, ils apparaissent divisés et prudents. Le Liban est très seul, résume le spécialiste Pierre France. Pendant ce temps, des milliers d'habitants déplacés espèrent encore pouvoir regagner leur maison, malgré les destructions. D'autres commencent déjà à craindre que leur village n'existe bientôt plus que sur les cartes. Dans un Moyen-Orient déchiré par les affrontements, le Liban découvre peut-être ce qui l'inquiète le plus, ne plus vraiment savoir sur qui compter. On est dans une recomposition régionale gigantesque, où même savoir qui sont réellement vos alliés devient compliqué, résume Pierre France. Sujet suivant. Cannes 2026, Marion Cotillard rayonnante, Éric Cantona provoquant, une course-poursuite affolante. Ce qu'il faut retenir de ce 16 mai. Cette nouvelle journée de la 79e édition du Festival de Cannes a livré son lot de stars et d'insolites entre une ancienne star rebelle du foot, une scène digne de Fast and Furious dans les rues de la ville et un Woody Harrelson fan des manifestations françaises. Elle actu des régions chaque jour, un tour des horizons des principales infos de toutes les régions. France Télévisions utilise votre adresse email afin de vous envoyer la newsletter Elle Actu des régions. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité. La température est montée dès un cran samedi 16 mai à Cannes avec plusieurs vedettes internationales à la carrière hollywoodienne qui ont foulé le tapis rouge lors de ce festival de Cannes. Javier Bardem, Adam Driver, Kristen Stewart, Woody Harrelson ont ainsi défilé sur la croisette pour une journée riche en émotions et en glamour. Voici ce qu'il faut retenir de ce premier week-end de la quinzaine. Éric Cantona pas loin du coup du chapeau, il n'était pas loin du triplé pour ce festival. L'ancien footballeur Éric Cantona est à Cannes pour 2 films, Les Matins Merveilleux, d'Avril Besson présenté en séance spéciale, et Cantona, un documentaire sur sa carrière. L'ancien enfant terrible du football français a profité de son passage sur la croisette pour accorder une interview à France Télévisions où il n'a pas hésité à revenir sur son caractère explosif. Javier Bardem et Marina Foïs à leur espagnol. Javier Bardem, Marina Foïs et toute l'équipe du film Elle être aimée, de Rodrigo Sorogoyen sur les marches de Cannes, du cinéaste espagnol qui avait réalisé le remarqué Abesta avec Marina Foïs et Denis Ménochet. Le long-métrage est présenté en compétition. Paper Tiger fait rugir le festival James Gray, dont c'est la 6e sélection à Cannes, revient au polar avec Paper Tiger, dans la veine de ses premiers films Little Odessa ou The Yard. Son film suit 2 frères qui se retrouvent mêlés à une affaire douteuse avec la mafia russe, les entraînant dans l'abîme. Scarlett Johansson, à l'affiche de ce film aux côtés d'Adam Driver, est en revanche absente. Elle est accaparée par le tournage d'une nouvelle version de L'Exorciste qui sortira l'année prochaine. On devrait manifester comme les Français, lance Woody Harrelson. La star américaine Woody Harrelson estime que les Américains devraient manifester comme les Français afin de ne pas laisser leur gouvernement faire ce qu'il veut, dans une déclaration à l'AFP samedi à Cannes où il est à l'affiche de Fulfill, de Quentin Dupieux. Je pense toujours aux Français en train de manifester et j'adore ça, a déclaré la star de Larry Flint et Turner lors d'une table ronde avec des journalistes. Nous laissons notre gouvernement faire ce qu'il veut alors que les Français disent « il n'y a pas moyen ». Shoot the Book, ou quand les livres font leur cinéma tenter de décrocher une adaptation de son livre en quelques minutes, c'est possible grâce à l'opération Shoot the Book, une nouvelle fois déployée au marché du film du Festival de Cannes. En France, un film sur 5 est adapté d'un ouvrage littéraire. Plongé dans ces rencontres où près de 200 éditeurs et 400 producteurs sont chaque année présents pour participer au dispositif. Dua Lipa, What Else? La chanteuse anglaise Dua Lipa a profité d'une soirée organisée par une célèbre marque de café pour s'ambiancer sur la piste de danse. L'artiste a déjà eu l'occasion de jouer sur grand écran puisqu'elle est au casting des Argylle ou Barbie. Marion Cotillard rayonne, elle est la star de ce début de week-end à Cannes. À l'affiche du film Karma, réalisé par son ex-compagnon Guillaume Canet, Marion Cotillard a été au centre des attentions dans ce film noir où une femme affronte la communauté chrétienne fermée dans laquelle elle a grandi. Une course-poursuite digne d'un film dans les rues de Cannes. La scène aurait pu avoir sa place dans un Fast and Furious. Un chauffard a percuté un barrage de la police municipale et des véhicules en stationnement rue Georges Clémenceau, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai en plein festival de Cannes, a appris France 3 Côte d'Azur de sources policières, confirmant une information de Nice Matin. L'individu a fini par être interpellé au terme de cette folle course-poursuite par une équipe de brigade anticriminalité BAC alors qu'il s'était jeté à l'eau. Sujet suivant. Un homme qui a pillé mon adolescence. On vous résume les accusations de viol et de violence sexuelle visant Patrick Bruel, France Info.
Déjà visé par 3 enquêtes en France et en Belgique, le chanteur Patrick Bruel est désormais accusé de viol par Flavie Flament. L'animatrice a annoncé, vendredi 15 mai sur Instagram, avoir porté plainte pour des faits qui seraient survenus quand elle était adolescente. L'artiste de 67 ans, accusé par d'autres femmes de viol et d'agression sexuelle, conteste les faits. Voici ce que l'on sait de ces accusations. Au moins 6 plaintes déposées contre lui. Au moins 6 plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel ces dernières années. Le procureur de Saint-Malo-Ille-et-Vilaine a confirmé à France Info l'ouverture d'une enquête préliminaire à la suite d'une plainte pour viol déposée contre Patrick Bruel pour des faits commis en 2012, en marge du Festival du film britannique de Dinard, dont l'artiste présidait le jury. Le chanteur n'a pas encore été entendu dans cette affaire. Par ailleurs, une plainte pour viol a été déposée par Ophélie Pfeiffer en 2021, pour des faits datant de 2015. Classée sans suite en 2022 par le parquet de Nanterre, elle a été transmise pour réexamen au parquet de Saint-Malo, a-t-elle annoncé en avril. Le procureur a assuré que son parquet ne s'est pas saisi de cette plainte. Patrick Bruel m'a volé ma première fois, mon insouciance, a témoigné la jeune femme dans Elle, mi-avril. Une autre plainte a également été enregistrée en mars par le parquet de Paris, comme le rapportait France Télévisions. Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance, y dénonce une tentative de viol et une agression sexuelle, en marge du Festival français d'Acapulco, au Mexique, en 1997, alors qu'elle était une jeune assistante de 26 ans. Une enquête a été ouverte par le parquet, qui a confié les investigations à la police judiciaire de Paris. Une enquête judiciaire a aussi été ouverte en Belgique en avril, après une plainte pour atteinte à l'intégrité sexuelle enregistrée fin mars à Bruxelles. Selon l'attachée de presse belge Karine Viseur, les faits remontent à 2010. Je voulais attendre d'avoir la force suffisante parce qu'il faut savoir que c'est beaucoup de négatif que de porter plainte contre une star, je n'en tire rien de positif, a-t-elle expliqué à la RTBF. Mercredi, la Fondation des femmes a annoncé le dépôt de 2 autres plaintes avec constitution de partie civile, au parquet de Nanterre, pour agression sexuelle et pour tentative de viol. Ces 2 femmes avaient déjà porté plainte en 2019 et 2020, et demandent désormais l'ouverture d'une information judiciaire, a précisé l'association. Vendredi, Flavie Flament a annoncé à son tour avoir porté plainte contre le chanteur. J'ai de nouveaux rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence, a-t-elle écrit sur Instagram. L'animatrice accuse Patrick Bruel de l'avoir violée en 1991, chez lui, alors qu'elle avait 16 ans, et se dit convaincue d'avoir été droguée. Elle avait déjà témoigné, sous un pseudonyme, auprès de Mediapart. Flavie Flament s'est dite révoltée en lisant ses récits parus en mars, expliquant avoir décelé des similitudes avec les faits dont elle accuse Patrick Bruel. Le parquet de Paris précise que cette plainte ne lui a pas ou pas encore été transmise. Des dizaines d'accusations d'agression sexuelle. Les accusations d'agression sexuelle dépassent largement les 6 plaintes déposées en France et en Belgique. En juillet 2019, une enquête préliminaire avait été ouverte après le témoignage d'une masseuse d'une trentaine d'années. Elle avait accusé le chanteur d'agression sexuelle lors d'une séance de massage dans un hôtel spa de Perpignan. Un mois plus tard, comme le relatait Le Parisien à l'époque, le parquet d'Ajaccio avait ouvert une autre enquête préliminaire pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel, après le signalement d'une esthéticienne, qui travaillait à l'hôtel Radisson de Porticcio, Corse du Sud. Ces 2 enquêtes préliminaires, qui avaient été regroupées au parquet de Nanterre, avaient finalement été classées sans suite, en décembre 2020. Au total, près de 30 femmes ont mis en cause le chanteur, notamment dans le cadre de 2 enquêtes publiées par Mediapart ces derniers mois. Ces femmes rapportent des faits de gravité bien différentes, mais décrivent tout un homme qui ne s'enquérait pas de leur consentement, écrit le média dans un article publié le 7 mai qui regroupe 15 témoignages. Les faits, survenus en marge de concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, se sont déroulés de 1991 à 2019. 7 d'entre elles, dont une mineure, dénoncent des relations sexuelles auxquelles elles n'auraient pas consenti, soulignait alors le média indépendant. Mediapart retranscrit ainsi le témoignage d'une femme appelée Maja, qui dit avoir croisé la route de Patrick Bruel en septembre 1992, à l'US Open, à New York, alors qu'elle avait 15 ans et était bénévole au tournoi de tennis. L'artiste, lui, avait 33 ans.
Maja raconte que le chanteur se serait jeté sur elle à plusieurs reprises, tentant de l'embrasser et glissant sa main sur sa poitrine, au-dessus du soutien-gorge. D'autres femmes témoignent anonymement. Anastasia affirme avoir subi un viol en ayant le sentiment d'avoir été droguée en 2016. Il y a aussi Amandine, psychothérapeute, qui relate plusieurs faits de violence sexuelle au début des années 2000 et dénonce une situation d'emprise. Le chanteur affirme ne jamais avoir outrepassé un refus par la voix de ses avocats. Le chanteur a réfuté toutes les accusations portées contre lui. Céline Lazec, l'une de ses conseils, a dénoncé samedi sur France Info des allégations qui seront traitées par la justice. Moi, ce qui m'importe, c'est la parole judiciaire qui est finalement la seule qui se prononce de façon étayée et éclairée. Là, on fait face à une sorte d'agrégat de différents témoignages, dont certains datent d'il y a 30 ans, 35 ans, a-t-elle estimé. Patrick Bruel évoque ainsi une relation épisodique tout à fait consentie avec Flavie Flament dans les années 1990, a affirmé son avocate vendredi sur France Inter. Il n'a jamais été question jusqu'à ce jour ni de violence sexuelle ni d'agression, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas eu. Céline Lazec, avocate de Patrick Bruel sur France Inter. Patrick Bruel avait déjà assuré à l'AFP, le 18 mars, par la voix de son avocat Christophe Ingrain, n'avoir jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel. Il n'a jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel, selon son conseil. À l'époque, il avait également affirmé, dans une réponse publiée par Mediapart, que l'enquête du site d'investigation fabrique un personnage et un système qui n'ont jamais existé. Des appels à l'annulation d'une tournée du chanteur Patrick Bruel se produit actuellement dans une pièce de Samuel Benchetrit, au Théâtre Édouard VII à Paris. En parallèle, il doit revêtir son costume de chanteur pour une nouvelle tournée de 58 dates en France, en Belgique, en Suisse et au Québec, du 16 juin jusqu'au mois de décembre. Une pétition, signée par des organisations et militantes féministes, dont les actrices Anna Mouglali, Corinne Maziro et Anouk Grimbert, demande de faire annuler la célébration d'un agresseur présumé et de soutenir ces femmes qui ont eu le courage de prendre la parole. Déjà, le 10 mai, des dizaines de personnes ont manifesté devant un hôtel de luxe appartenant à Patrick Bruel à l'Île-sur-la-Sorgue Vaucluse. Il s'agit d'un avant-goût des mobilisations de la tournée à venir, a écrit sur Instagram le collectif Salon féministe, à l'initiative du rassemblement. Pour l'instant, Patrick Bruel ne prévoit aucune annulation. J'espère que la justice sera sourde à ces manifestations qui ne sont que l'expression d'une conviction et qui ne sont la preuve de rien, a réagi Céline Lazec. Je ne vois pas ce qui empêcherait cette tournée d'avoir lieu. Monsieur Bruel est présumé innocent. Sujet suivant. En Italie, un conducteur renverse des piétons à Modène et fait 8 blessés dont 4 graves, France Info. En Italie, un conducteur renverse des piétons à Modène et fait 8 blessés dont 4 graves selon le maire de la ville du nord de l'Italie. L'homme d'une trentaine d'années n'a réussi à poignarder personne après avoir foncé sur des passants. Publié le 16-05-2026 19h31 mis à jour le 16-05-2026 20h17 temps de lecture, 1 minute des secouristes dans une rue de Modène, dans le nord de l'Italie, le 16 mai 2026. AFP. Un conducteur a renversé des piétons dans le centre de Modène, dans le nord de l'Italie, faisant 8 blessés dont 4 graves, a fait savoir le maire de la ville à des médias. Selon les premiers témoignages, le conducteur d'une trentaine d'années a visé le trottoir, heurtant aussi un vélo, puis s'est écrasé en percutant de plein fouet une femme, la plus gravement atteinte, avec les jambes écrasées, a déclaré le maire, Massimo Mesetti, à l'agence ANSA et aux journaux locaux. On l'a vu avec une arme à la main mais il n'a réussi à poignarder personne. Il semble qu'il ait tenté de frapper quelqu'un, a poursuivi le maire. La Citroën grise a fini sa course dans la vitrine avant que le conducteur ne s'enfuit, et sorte un couteau avant de porter un coup à un passant qui tentait de l'arrêter. Le conducteur a été interpellé par la police et son interrogatoire est en cours. Il faut comprendre la nature de cet acte mais c'est un événement dramatique, je suis profondément touché. Quelle qu'en soit la nature, c'est un fait extrêmement grave. Si c'était un attentat, ce serait encore plus grave, a souligné Massimo Mesetti. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Modène, où un homme a renversé plusieurs piétons puis aurait poignardé un passant, est extrêmement grave, a déclaré sur X la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.